revoir tout le fonds d'images qu'ils ont pu collecter en Libye. À ma droite immédiate, il y a le curateur de l'exposition pour le musée d'Anvers, et ici donc en collaboration avec le CNA de l'exposition en soi, qui n'est pas seulement une exposition sur le fond libyen, mais également sur des interventions d'artistes contemporains dans d'autres pays où il y a eu le printemps arabe. Il s'agit donc de Joachim Nautz. À ma gauche, il y a Luca Regari du journal Vox, Aziz Albishari qui nous a rejoints de Bruxelles pour nous parler d'un passé personnel, d'un vécu qu'il a eu en Libye de 1968 à 79, est-ce que c'est exact? Merci. Marilyn Dumas, qui actuellement vit et travaille en Libye, elle nous a visités ici pour nous parler aussi de l'actualité dans ce pays. Je m'appelle Christian Moser, je travaille pour la radio 100.7 et nous allons donc lancer, we're going to launch the debate or the talk with you, Ms. Clem. Je voulais vous poser la question. I wanted to ask you, could you describe for us the exact origins and the content of that fundus, that Libyan photo fund you're actually working on for the Human Rights Watch? Yes, the first thing to explain is that the collection of photographs are images that were found during the revolution in 2011. This is a project very close to the heart of the Emergencies Director of Human Rights Watch, Peter Burkhardt. He entered Libya in February 2011 as the regime was beginning to crumble. And his mandate when he works is to find evidence of crimes against humanity. He arrived in Benghazi 2 weeks after it fell, and while he was investigating municipal buildings, looking for documents to prove, crimes of the state against the people, he also came across rooms packed full of photographs as well as documents. And he and his team, the late Tim Hetherington and Michael Christopher Brown, they decided that they would document these photographs that they were finding in the rubble, in the bombed out buildings. And they either took custody of the albums and handed them over later to the National Transitional Government in Tripoli, or they photographed them where they found them and then moved on. And this process continued right across Libya because they stayed following the revolution as it moved from east to west. As probably many people know, Tim Hetherington unfortunately was killed in Misrata in the siege in very around this time. It was April 20th that he died. Michael Christopher Brown was also injured in that attack, and he went back to the States but returned to Tripoli and he finished off the project. So when Tripoli fell, they came across more material. So these images didn't come from one source, they came from all over Libya. Could you describe the sources? What are those secret government buildings? Were those libraries? Yes, exactly. It's okay. Yes, they were found in places that Peter would go into to find documents. So, for example, he went into the director of the spy agency, Musa Kusa. That was one of the main places that he went to in Tripoli, and there was a lot of material there. The Interior Ministry in Benghazi, also the Interior Ministry in Tripoli, the prisons, obviously the Gaddafi compound in Tripoli. Those are some of the places that they went into. I just wanted to know, how did the new officials in Libya react to the fact that there was someone giving them their own archives? What was the, yeah? I think Peter had to spend a lot of time
convincing them of the value of these documents. He explained that in the fog of war, you don't always understand what you're looking at. It's only decades later that you understand the value and the influence and the importance of documents when other material comes to light from other countries. How did you go on and analyze those pictures? Because I suppose you didn't receive any supplementary information about them. The thing about the photographs is that there's no information attached to them at all. As I said, they're literally on the ground. And there's a picture, one of the first pictures on the wall here is a picture of stacks of pictures just left abandoned in a room. I'm a professional photo editor, and I know all of the photo agency sources to compare the images with, and maybe 5% of the archive had equivalent images in Western agencies. So what I had to then do was use memoirs as references, so, memoirs that give descriptions of the early days, for example, when Nasser visited Libya in 1969 and 70. That mostly came from the memoirs of the Egyptian ambassador. Then I would also meet various survivors or expatriates that were living in London that were refugees from the Kingdom of Libya period, and they were able to identify people that were involved in those administrations. So that's how the process works. And of course, people become aware of what I'm doing, and so that I get approached. Regarding your work now, what is your perception of the image of Gaddafi from the bulk of images you got? How did this change your perception of that figure, of that person? Do you mean compared with what I understood before? I think, well, that's a very interesting question, because I'm still not sure. Working on this arc, I've been doing this now for 2 years, and the thing that is quite extraordinary is that I feel like I'm standing on a dune of sand. It's like standing on shifting sands, because the information I receive it doesn't keep changing, but I don't mean that. Each new piece of information I get shuffles the pack of cards. So the significance of what I see changes with more information I get. It's difficult to describe, but what I can say is that I don't think that he was somebody who had dreams that descended into madness and chaos. I think he was very articulate. I think he was very strategic, and I think he was, personally, I think he was, how do I say it, not bad from the beginning to the end. I don't think there was a good beginning. That is, I think he was clearly, he had a clear negative agenda from the beginning, let's put it that way. Joachim Nautz, vous êtes curateur pour le musée de la photographie d'Anvers qui a composé cette exposition. Pourquoi avoir choisi ce titre de Power, Photos et Freedom? Dès le début, pendant le printemps arabe, j'ai, comme curateur d'un musée de photographie spécifiquement, mon intérêt était du début dans la photographie, et j'ai vu immédiatement que la manière de comment la photographie est utilisée dans le monde arabe et pendant le printemps arabe, mais aussi avant, était vraiment important de regarder vraiment en détail, parce que c'est une chose qui n'est pas seulement, qui n'arrive pas seulement dans le monde arabe. Par exemple, la propagande de l'image, c'est une chose qui arrive partout dans le monde, mais parce que c'est un cas vraiment particulier avec le printemps arabe,
je pense que l'idée d'Expo, pour voir comment la photographie marche comme comme forme tool, comme un tool, comme un outil pour comme la propagande pour le régime, mais aussi contre le régime. C'est vraiment une idée de la photographie qui a deux raisons d'être, qui peut fonctionner pour des révolutionnaires, pour des activistes, mais aussi comme un outil pour les régimes, pour essayer d'exprimer qui on cherche, qui est on... Je veux juste savoir, est-ce que pour vous, est-ce qu'il y a une différence ou une frontière entre la propagande et la contre-propagande? Où commence l'une et où s'arrête l'autre? Ou est-ce que c'est une frontière qui est fluctuante? Ouais, la différence, les personnes qui ont le pouvoir, bien sûr, le pouvoir pour les politiciens et pour les dictatures et pour les régimes, est vraiment il peut essayer d'utiliser les médias et les images dans la rue comme il veut. Et l'autre part, le peuple, la seule possibilité qu'ils ont, c'est d'être subversif. Donc, ils peuvent seulement utiliser les images, par exemple, online. Et c'est vraiment difficile de montrer des choses dans les journaux ou dans la rue. Et ça, c'est vraiment une différence comme d'utilisation de photographie et par rapport au pouvoir. C'est-à-dire que pour vous, l'image a aussi changé un peu de statut depuis que c'est une image digitale et oui, bien sûr. virtuelle. Je pense que le Facebook et le Twitter est vraiment, vraiment utilisé comme forme de distribuer les images beaucoup plus rapide et beaucoup plus vite. Et ça aide, bien sûr, mais quand même, nous avons besoin de quelqu'un qui prend les photos, qui les met online, qui les distribue. Qui les vérifie aussi. Oui, c'est ça. Parce que la manipulation est à la portée de tout le monde aussi maintenant. Ça c'était la même avant aussi. Ouais. Pour un curateur d'exposition, est-ce que vous avez dû faire des choix esthétiques ou est-ce que vous êtes concentré sur des contenus documentaires? Un peu de tout, je pense. Dès le début, j'ai essayé de rechercher comment l'image est utilisée dans le monde arabe, donc pas seulement esthétiquement ou artistiquement, pas seulement documentairement, mais aussi comme forme pour les activistes online, pour les journalistes civils, dans les rues, comme forme de propagande. Donc c'est vraiment pas seulement esthétiquement ou documentairement, mais presque toutes les formes qui peuvent prendre la photographie dans le monde entier. Eh bien, on va passer à l'invité numéro 3. Il s'agit de notre correspondante du Vox en Libye. Elle ne travaille pas seulement pour nous, parce que sinon, ce serait un peu la pauvreté quand même. Non, Marlene Dumas est freelance en Libye depuis 1 an et demi, c'est-à-dire qu'elle n'a pas vécu la révolution, mais qu'elle connaît très bien le quotidien des Libyens. Elle est basée à Tripolis. C'est ça. C'est ça. En discutant avant avec toi, j'ai remarqué un truc qui est très intéressant, c'est que les Libyens d'aujourd'hui, tu m'as dit que c'était très 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 difficile d'obtenir des informations, vérifiables. Fiable. Ouais. Fiables. Il y a énormément de rumeurs, c'est aussi le problème des réseaux sociaux qui fonctionnent très bien depuis le printemps arabe en Libye. Twitter, Facebook, il y a énormément de Libyens qui postent toutes les informations qui leur viennent, qu'ils entendent. C'est souvent des rumeurs. On entend énormément de choses, de bêtises, beaucoup de bêtises. Et parfois, moi j'avoue, même moi en tant que journaliste, parfois je suis alertée pour une manifestation qui dégénère ou des choses comme ça par les Libyens qui tweetent en direct. Donc il y a les deux côtés, il y a le côté positif et le côté négatif. Est-ce que tu penses que ce traitement de l'information, c'est pas une conséquence directe d'avoir vécu sous une propagande comme on la voit ici? Oui, je pense clairement.
je pense que Aziz pourra confirmer, mais les Libyens, ils n'ont pas l'habitude de lire le journal, en fait. C'est quelque chose qui... avant, sous Kadhafi, ils savaient que le journal, la télé, c'était l'outil du dictateur, de Kadhafi. Donc le matin, au petit déjeuner, les parents n'avaient pas le réflexe d'ouvrir le journal pour regarder quelles étaient les informations. Et donc ce réflexe reste un peu. Les Libyens auront plutôt tendance à aller voir sur Facebook ce qui se passe, quelles sont les dernières publications, plutôt qu'à ouvrir le journal le matin ou à allumer la télévision. En quoi ça affecte le travail sur le terrain en tant que journaliste? Je veux dire, comment est-ce que tu décrirais, comment tu montes une histoire ou un article? Ton travail, comment tu le fais? Parce que tu as dit que c'est très différent que de travailler ici en France ou au Luxembourg. Oui, alors déjà c'est sûr que c'est très difficile de vérifier les informations, même au sein même du gouvernement. En fait, quand on prend contact dans un ministère, en fait, on se rend compte qu'il y a un problème d'organisation, parce que bien sûr, ils se mettent en place. Ils ne travaillaient pas comme ça avant, sous une dictature. Ils obéissaient tous à Kadhafi, il n'y avait aucune organisation. Et donc là, c'est vrai que quand on veut avoir une information, un chiffre, tout simplement, avoir le chiffre de combien il y a d'habitants à Tripoli, mais c'est impossible d'avoir un chiffre vraiment clair avec une personne qui va pouvoir vous dire je t'assure que c'est ça. On va vous donner une fourchette, on va aller voir quelqu'un d'autre qui va donner encore un autre chiffre qui est complètement différent. Moi, je rigole beaucoup. Tripoli, ça va encore, mais quand on va dans des villes en Libye, à chaque fois qu'on demande le nombre d'habitants au maire de la ville, enfin au chef du conseil local, à chaque fois, la réponse typique, c'est 100 000. Mais tout le temps, il y a tout le temps 100 000 habitants. Bon, la Libye, c'est à peu près 6 millions d'habitants. Il y a quand même des villes, on se rend compte facilement que c'est pas possible, quoi. 100 000 habitants, je sais pas, ou alors ils comptent les bêtes en même temps, mais bon, voilà. C'est l'exemple typique, c'est par exemple le nombre d'habitants. Okay. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de sources genre, qui sont nées avec la Révolution et qui travaillent encore aujourd'hui? Est-ce qu'il reste encore des médias? En termes de médias, il y a énormément de médias qui se sont créés, de journaux, de télévision. Le problème aujourd'hui, c'est que c'est souvent quand même des médias partisans. Il y a par exemple, je sais pas, le parti qu'on appelle le parti des libéraux, de Mahmoud Djibril, qui était quand même une figure connue de la Révolution. Ils ont leurs propres médias en fait qui contrôlent et donc C'est-à-dire c'est un journal ou c'est une chaîne de télévision? Moi, je pense surtout à la chaîne de télévision. Je ne me rappelle plus du nom là, mais voilà. Je sais pas en français. Voilà. C'est bien libre. Ouais, voilà. Et donc par exemple, oui, c'est une chaîne où on va voir tous les leaders du parti qui vont défiler, etc. On a la même chose à l'Est, on a la télévision de Barca qui donc en fait fait parler pendant des heures et des heures des personnes qui sont pour le fédéralisme, voire l'autonomie de la région Est de Libye. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de médias généralistes. Il n'y a pas de médias vraiment objectifs. En fait. Non. Objectifs. Non, ça n'existe pas. Et donc c'est vrai que les Libyens ont tendance à zapper. C'est la politique de la zappette. Si on veut savoir à peu près ce qui se passe vraiment en Libye, il faut regarder sur ce qui se passe sur toutes les chaînes pour savoir ce que pense chaque camp et arriver à se faire sa propre idée. Vérifier et contre-vérifier pour et le contre et dire qu'une information est juste. On va peut-être passer à Aziz Al-Bishari. Vous êtes né en Libye C'est compliqué, j'ai une vie compliquée. Ouais. Je suis né en Belgique, de mère belge, de père libyen. Okay. Mais très petit, mes parents se sont installés à Benghazi. Donc, et vous avez fui le pays en 1979 Non, 79. En 77, en 77, j'étais envoyé en internat en Belgique puisque j'étais à l'école française là-bas et qu'il n'y avait pas de secondaire. Mais mes parents et toute ma famille, on a quitté complètement et définitivement en 79. Mais l'événement qui a déclenché le fait qu'on comprenait qu'on ne pouvait plus rester en Libye, c'est la pendaison des deux étudiants dont vous voyez une photo. Vous avez vu une photo durant l'exposition et quand on a été témoin de ça, on a compris que c'était plus possible. Quels sont
vos souvenirs concrets, vous avez quitté le pays à l'âge de 12 ans à peu près, je pense. Quels sont vos souvenirs concrets, ou quels souvenirs concrets est-ce qu'il vous reste? Vous avez parlé d'un exemple, mais comment est-ce que vous voyez aujourd'hui cette vie à l'époque pour vous, personnellement? C'est une alarme. Souvenir concret. Tout d'abord, un premier souvenir concret, c'est la nuit du 1er septembre 69, qui est la prise de pouvoir de Kadhafi, où j'étais donc à Benghazi, j'avais 4 ans et je m'en souviens très bien, malgré mon jeune âge. Musique militaire, ce que Suzanne disait tout à l'heure sur le fait qu'on n'a pas su pendant des semaines ce qui se passait dans le pays, qui avait pris le pouvoir, on ne connaissait pas, on ne savait pas le nom, on ne savait pas l'image, c'est totalement exact. Donc on était dans l'expectative totale, on ne savait pas ce qui se passait pendant une longue période. Et donc évidemment à 4 ans, moi je n'étais pas conscient de ça, mais je voyais des adultes autour de moi et la tension que ça avait créé quand même. Donc premier souvenir, et puis régulièrement des souvenirs de parents qui viennent nous chercher catastrophés à l'école en 4e vitesse, sans nous dire pourquoi. On nous sort de la classe et on rentre vite à la maison, alors que j'étais dans une école française où l'essentiel des élèves étaient européens. Mais donc il y avait une rumeur qui circulait en ville, et donc les parents paniqués venaient ramasser leurs enfants. Ça c'est plutôt le fond, le substrat de l'ambiance générale. Mais cela étant, en tant qu'enfant, moi j'ai eu une superbe enfance là-bas. J'allais à l'école le matin, l'après-midi c'était la plage, tout le temps. Et puis quand j'en avais assez d'être dans ma famille nucléaire, mère, père, dans une vie occidentale, j'allais dans ma famille libyenne, où alors là j'étais dans un autre monde, c'était les 1001 nuits, j'étais gâté par mes tantes, par mes oncles, Donc, en tant qu'enfant c'était pas mal, mais c'est vrai que le substrat sur lequel tout ça se passait, c'était la terreur. Et je l'ai ressenti ici. C'est la 2e fois que je visite l'exposition, puisque j'ai visité à Anvers déjà. Je pensais que pour une 2e fois, j'allais être un peu plus solide, mais vous avez vu, j'ai dû sortir parce qu'à un moment donné, cette terreur revient, malgré tout. Susan, can you relate to that feeling of terror? I wanted to comment on something that Aziz said to me when we first had a discussion, which was extremely interesting. There were 2 things that I remember very powerfully from our first encounter. And that was when Aziz looked at that photograph of the hanging students, the thing that he said to me, which I thought was incredibly significant, was he said to me, it wasn't until I came here today and looked at that photograph and realized that it actually happened. Because what you have, I don't know if you were, I couldn't follow what you were saying in French, but what you said to me was when you were a child, you saw that scene as your mother drove you back to Benghazi from the airport, and you hit a traffic jam, and your mother asked you to stand on the edge of the car to look above the crowds to see what they were looking at. And this was the sight that you saw. And of course, being a schoolboy, you would have been traumatized. But what was really interesting was that his mother told him to get back in the car. She drove backwards, drove home, and never referred to that incident ever again, ever. I have to correct this. This was indeed, that's what I told, that's what I thought. Oh, je parle en anglais, pardon. Je pensais effectivement cela. Donc c'est encore plus compliqué que ce qui s'est passé, puisque depuis, j'en ai parlé à ma mère. Et je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, comment c'est. Et elle m'a dit, non, tu n'as pas vu. C'est moi qui suis sorti de la voiture. Donc c'est elle qui a vu, c'est ma mère qui a vu. My mother saw the scene, I didn't. But I was so impressed by it that I thought I saw it. Et effectivement, c'est la scène qui a traumatisé c'est une des scènes qui a traumatisé ma famille. But you know, it would make sense. Et après, il y avait un silence dessus, effectivement, complet. Et c'est la première fois qu'on
qu'on a pu en reparler, c'était en voyant l'exposition. But it would also be important for the parents not to speak about it to the children, because if the spies and the spies of the regime questioned a child, if the parents never spoke about it in front of the child could never reveal the parents. This is the point. This is an important Dans point. beaucoup de dictatures, effectivement, on utilisait les enfants pour dénoncer les parents. Et donc, effectivement, les parents ne disaient rien à leurs enfants pour ne pas prendre de risques. The other thing I didn't mention in the talk was the significance of green. And you'll notice that the door of the room has a green curtain. And this was because there was a law passed that all doors and windows had to be painted green by law, and people only had a few weeks to comply. And you told a very interesting story about that. Yes, it was. Je fais en anglais ou en français? En français. Donc c'était la veille des 10 ans de révolution de Kadhafi, ce qu'il appelait la révolution, son coup d'État. Il y a une des photos qui a été prise à Benghazi lors de ce défilé-là, où j'étais présent. C'est la dernière fois que j'étais en Libye d'ailleurs. Et quelques semaines précédant ce 1er septembre, il y a eu une loi qui nous obligeait à peindre toutes les devantures de magasins, toutes les portes, tous les garages en vert. Mais on avait quelques semaines pour le faire, et donc il n'y avait pas assez de peinture verte, et donc les gens ont commencé à mélanger du jaune avec du bleu pour obtenir un vert pas toujours heureux. Et de plus en plus, ce vert devenait de plus en plus d'une couleur innommable. Mais les gens avaient tellement peur de représailles que voilà, ils ont essayé par tous les moyens. Alors ce qui se passe aujourd'hui à Tripoli, dès la libération de Tripoli, dès la libération de Benghazi d'ailleurs, les gens ont commencé à repeindre leurs portes métalliques de magasins. Alors, selon les goûts, selon les couleurs actuelles du drapeau libyen, d'autres couleurs. Et quand, par hasard, l'une autre devanture, l'une autre porte de garage ou porte de maison n'était pas repeinte, était toujours en vert, très vite, il y avait des graffitis dessus en disant il faut changer, ce n'est plus possible de laisser cette couleur verte. Et donc toute la ville, tous les endroits où les portes vertes n'étaient pas repeintes, il y avait des graffitis dessus pour donner une injonction aux gens donc on fait marche arrière, quoi. And to refer back to what Joachim was saying in the contemporary section about the people tearing down the images in Tunisia, it takes a long time for that brainwashing to go back to normal reactions, you know, and yeah. Je voudrais intervenir ici à propos de ce que j'ai entendu de manière générale sur l'image, l'information, l'utilisation de tout cela par un régime qui était quand même, je ne suis pas psychiatre, mais j'ai envie de le qualifier de psychotique, puisqu'on était quand même, pour faire une comparaison, quand on nous disait à la télévision « demain il va faire beau », on ne le croyait pas, parce que c'était juste la télévision d'État et que donc c'était assurément un mensonge, on ne savait pas pourquoi. Et donc le mensonge était la règle. Vraiment. Et les gens qui ont vécu 42 ans entourés de mensonges, la seule échappatoire que l'on a, c'est de faire des informations clandestines. Et c'est là que la rumeur part, évidemment. Donc la culture de la rumeur en Libye est ce qui, aujourd'hui, pénalise le plus ce pays dans sa transition-reconstruction. Je pense vraiment que là, ils ont un problème de fiabilité, le mot a été dit, par rapport au réel. Simplement, le réel est devant vous. Pendant 42 ans, ce réel a été décrit de manière mensongère, et donc le réel n'était plus le réel. Aujourd'hui, ils sont confrontés à la prégnance de ce traumatisme profond, et c'est très compliqué de parler. Moi, j'ai fait des formations de députés, par exemple, libyens, parce que je suis moi-même député en Belgique. C'était impressionnant de voir l'incapacité de se maintenir dans un discours cohérent du début jusqu'à la fin. C'est pénible à vivre, mais c'est le réel. Another impression I remember very strongly when
I first met Aziz was, I remember, and this is true of all Libyans, and I want to convey this to the audience because when I'm working, I'm taking into account the sensibilities and sensitivities of the Libyan people. And one of the things that he said to me was that the picture of the poster of Gaddafi with Brezhnev, it's quite a glamorous picture. I know that Libyans find this image very offensive. And I remember you saying to me how difficult it was for you to come in the building to look at that picture. And one of the people that I've been working with is a former Al Jazeera producer. She's in her early 30s. Her father was executed in England. Gaddafi sent assassins to get him, and he was killed. Anyway, when she came to the exhibition in London, she had to walk through 5 galleries of images of Gaddafi, and she walked through those 5 rooms. It took 10 minutes to walk through. She looked at the ground. She didn't look at the walls once. She did not raise her eyes. She came to a panel discussion like this. She could not look at him at all, not once. It's that hard. I didn't know this story, but it's terrible. Parce que ce même tueur, son nom de famille c'est Soudani, donc je sais qui c'est. La personne que Kadhafi envoyait pour tuer les Libyens à l'étranger dans les années 70. Yes, I'm talking about Huda Abu Zaid's father, Ali Abu Zaid. Le tueur, celui qui a tué, il y a beaucoup de chances pour que ce soit Soudani, qui était le tueur à gages de Kadhafi. Un jour, en regardant le journal télévisé dans la banlieue de Bruxelles où on grandissait, j'avais à ce moment-là 15-16 ans, je ne me rappelle plus exactement, après l'événement de Londres, de l'ambassade de Libye à Londres, où on a tiré dans une femme policier qui en est morte, quelques mois plus tard, la télévision RTL, Radio Télévision Luxembourg, ouvre le journal télévisé par un sujet en disant qu'ils avaient découvert qu'un pseudo-étudiant libyen habitait à tel endroit, la maison était filmée, et que cette personne était en fait soupçonnée d'être l'auteur des tirs depuis l'ambassade de Libye à Londres. Donc le tueur. Et il s'avère que dans les jours qui suivent, on parle de ce monsieur Soudani. Il faut savoir que j'habitais à 500 mètres. Nous habitions à 500 mètres de cette maison. Donc en Belgique, État démocratique, libre, d'un seul coup, panique générale. On n'a plus été à l'école, on a téléphoné à l'école pour dire que si des gens téléphonaient pour avoir des nouvelles de nous, on n'existait pas. Donc on est rentré dans une petite période de clandestinité pendant quelques jours, le temps que cette personne soit arrêtée et expulsée du pays. Donc quand vous racontez cette histoire, moi évidemment je sursaute parce que tous les Libyens, il y a une loi qui avait été proclamée, je ne sais plus quelle date, par Kadhafi, qui considérait littéralement, le mot, la traduction littérale est celle-ci: tous les Libyens qui vivent à l'étranger sans autorisation du gouvernement libyen sont des chiens errants. Et donc à partir de là, tous les Libyens ont le devoir de les abattre. Ce qui a été le cas effectivement en Angleterre, en Italie, à Rome, à Athènes et dans d'autres endroits. Sachant cela, évidemment, quand on a appris que ce type était à 500 mètres de chez nous et que nous résidions comme Libyens à l'étranger sans autorisation du gouvernement, donc on était des chiens errants et potentiellement on pouvait être abattus. Ça, c'est la terreur qui nous poursuit jusque dans la banlieue de Bruxelles. Ça vous coupe de vos familles aussi. Et ça nous a coupé totalement de ma famille. Pendant 32 ans, je n'ai eu aucune nouvelle, aucun contact avec ma famille en Libye. Plus jamais. Parce que, oui, je rajoute effectivement... Ce que disent généralement les Libyens qui ont vécu à l'étranger et qui reviennent depuis la Révolution, il y en a beaucoup qui reviennent quand même en Libye, ils se sentent un peu dépassés parce que ce pays, ils ne le connaissent plus. Certains ont passé énormément de temps à l'extérieur et ils n'ont eu aucun contact avec leur famille parce qu'on leur a fait comprendre quand ils commençaient au début de leur expatriation, quand ils appelaient leur famille leur faisait comprendre par différents moyens qu'il ne fallait pas appeler, qu'ils étaient écoutés, qu'il valait mieux pas avoir de contact.
Écoutez, non, lors d'une conversation avec une de mes sœurs qui vivait en Libye dans les années 80, il y a un type qui est intervenu dans la conversation en disant on ne parle pas de politique en arabe. Et je parlais de l'alimentation, s'il y avait eu des œufs, parce que ça faisait des mois qu'il n'y avait pas eu d'œufs en Libye. C'était aussi anodin que ça. Et ça c'était coupé par quelqu'un qui intervient dans la conversation et qui dit « Monsieur, on ne parle pas de politique ici ». Oui, parce que l'approvisionnement, du coup, c'était considéré comme une critique. S'il y avait eu un mauvais approvisionnement, c'était une critique envers Kadhafi. Autre chose, lors des premières manifestations en février 2011, j'étais manifesté à l'ambassade de Londres et je me suis caché, lunettes de soleil, casquette, foulard, parce que une autre loi libyenne, ce n'est pas une pratique, c'est une loi, prévoit que votre famille, voire votre tribu, est responsable des actes anti-libyens que vous commettez à l'étranger. Et donc sont pénalement responsables. Du coup, évidemment, à l'étranger, on se cachait, on se taisait. Je n'ai jamais, en 32 ans d'exil, entre guillemets, en Belgique, je n'ai jamais parlé à un Libyen dans la rue à Bruxelles. Il y en avait de temps en temps, j'en croisais de temps en temps, je les reconnaissais l'accent, je changeais de trottoir. Quelles étaient vos impressions lors de votre premier retour? Je crois que vous êtes retourné dès que vous pouviez. Je suis en train de voir des images qui m'impressionnent. Je suis retourné le 28 avril 2011 à Benghazi par l'Égypte en voiture. C'était en pleine guerre. Le front était à 60 km de Benghazi, donc la nuit on entendait les bombardements de l'OTAN. C'était, je vous passe le détail des émotions, des retrouvailles familiales, de mon père que je n'avais plus vu depuis plus de 16 ans, je pense. Mais c'était extraordinaire comme ambiance. C'était une vraie ambiance révolutionnaire, romantique, avec tout ce que cela veut dire. Les gens croyaient vraiment que tout allait changer. J'ai visité un immeuble qui était rempli d'agences de presse, de petites structures de presse locales, de jeunes, de femmes. J'ai des photos d'ailleurs avec moi, si je pourrais vous les montrer. Il y avait une ambiance de tout est possible. On va recréer ce pays et il sera plus beau que tous les autres pays du monde. Il y avait vraiment cette espèce d'élan romantique d'une révolution sociale. Quand je dis sociale, c'est parce que toutes les classes sociales étaient représentées. À ce moment-là, à Benghazi, je précise bien, c'était avril 2011 à Benghazi. Je ne sais pas comment c'était ailleurs dans le pays, mais à ce moment-là, à Benghazi, c'était vraiment une ambiance de... il y avait une euphorie, une euphorie, alors que tous les jours, il y avait des deuils, et en Libye, le deuil, c'est quelque chose de visible à l'extérieur, puisqu'on installe des tentes devant la maison où il y a eu un décès. Donc, il y avait des tentes de deuil partout dans la ville. Donc, les gens mouraient au front, on rapatriait leur corps, on faisait un deuil, et pourtant, il y avait quand même cette euphorie. Malgré la mort, malgré les blessés, malgré le fait que rien n'était sûr, qu'il y avait des incursions de kadhafistes qui pouvaient arriver n'importe quand. Voilà, donc c'était très ambigu, très ambivalent. L'euphorie a duré quand même un certain temps, parce que moi je suis arrivée en juin 2012, c'était encore... il y avait une énorme euphorie. Je dirais que c'est plutôt à la fin de l'année 2012 où là, ça s'est un peu inversé. Justement, je voulais demander, la situation aujourd'hui, est-ce qu'elle est ambiguë ou est-ce qu'elle est encore plus compliquée? Je dirais qu'elle est clairement encore plus compliquée, oui. Ça, mais cette euphorie révolutionnaire elle est totalement évaporée? C'est un oui, désenchantement total ou est-ce qu'il y a encore des gens qui croient? Je pense que oui, il y a toujours des gens qui croient que ça va s'arranger. Ce que les Libyens ne s'étaient pas rendus compte, c'est qu'après, ils s'imaginaient qu'en 1 an, 2 ans, ils allaient rétablir la situation et la Libye allait devenir, Dubaï, exactement. Pour les plus optimistes, la Libye serait Dubaï parce que la Libye est un pays riche, il y a le pétrole, etc. Mais là, ils commencent à réaliser qu'en fait, il faudra du temps.
Alors maintenant, les plus optimistes pensent qu'il faudra 5-10 ans. Les plus négatifs pensent qu'il faudra quand même peut-être 1 ou 2 générations. Il y a quand même énormément de choses à faire. Oui, il y a énormément de problèmes qui concernent la sécurité, mais aussi où va aller la Libye d'un point de vue politique. Est-ce qu'on va aller plutôt vers un État libéral avec une présence infime de la religion, ou est-ce qu'on va vers la charia? Il y a énormément de débats qui font que des groupes qui s'affrontent, des groupes politiques qui sont plus ou moins liés à des groupes armés. Donc à partir de, oui. Donc ça pose énormément de problèmes. C'est très compliqué. L'euphorie a vraiment disparu. Et la question vraiment aujourd'hui, je pense, et que me disent souvent les Libyens, c'est avant alors on était sous une dictature, on ne connaissait pas la liberté, mais on avait la sécurité. Aujourd'hui, on a la liberté, mais à quoi sert la liberté si on n'a pas la sécurité, si on peut se faire tuer en sortant juste de chez nous, sur notre palier? Juste une question, c'est-à-dire qu'il y a, à votre avis, personne qui pourrait en ce moment unir le pays, pas de parti ou pas une de figure force, politique une ou un figure parti? politique? Moi, j'en vois pas. Honnêtement, non. Alors, c'est là où Ouais. il y a quelque chose qui s'est produit ces derniers jours. Je pense que c'est le vice-président du Congrès qui a, pour la première fois, annoncé qu'il serait peut-être intéressant de revenir à une monarchie. La première fois que j'entends ça dans les hautes sphères politiques de la Libye, donc en rappelant l'héritier du roi Idriss, dont vous avez vu la photo à cet endroit-là, En fait, mais qui est une personne assez... Ce qu'il y a, c'est que je pense qu'ils se rendent compte que c'est tellement compliqué la situation. Ils se disent, avant Kadhafi, la situation était plutôt bonne avec ce roi, alors pourquoi pas essayer avec une figure comme ça qui pourrait réunir. Mais quand on demande quand même à la majorité des Libyens, à la base, ils ne sont pas du tout pour une monarchie. Ils ont aussi très peur de la figure qui pourrait devenir un autre dictateur, etc. Mettre les pouvoirs sur un seul visage, une seule personne, ça les inquiète énormément. Donc les Libyens ne veulent plus de pouvoir fort, clairement, et surtout pas incarné par une personne. Ça, s'il y a un consensus, c'est autour de ça. Pour le reste, et de mon expérience justement bon, je suis politique, je vous l'ai dit, et de mon expérience de fréquentation des politiques libyens, force est de constater que le niveau du discours politique, de la catégorie du politique dans le discours, qui nous est habituelle en Europe depuis les Grecs anciens, elle n'y est pas en Libye. Ils ne savent pas ce que c'est que la politique. On ne sait pas ce que c'est la catégorie du discours politique. Moi, on en est à ce stade-là. Moi, j'ai été choquée. L'exemple frappant, c'est quand je suis arrivée donc en juin 2012. Ça vaut pour le monde arabe en général, mais la Libye en particulier. Pour les élections du Congrès national, donc l'équivalent du Parlement libyen, quand on interrogeait les candidats, et même juste après les élections, quand on interrogeait les élus, et qu'on leur demandait quelle politique vous voyez pour la Libye, ils répondaient « Je veux ce que les Libyens veulent ». Oui, mais une fois qu'on a été élu, normalement c'est sur un programme, mais à la base, il n'y a pas eu de programme. Et c'est tout le problème, en fait. Joachim Naut, en rebondissant là-dessus, sur les questions d'image, il y a des images qui sont traumatisantes, il y a des images de la terreur, mais il y a aussi dans cette exposition énormément d'images de faciès de dictateurs, de faces ou de visages de dictateurs.